Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission L'Anticapitaliste numéro 35. Ce soir, notre émission, pas de CO2, mais l'émission bien de L'Anticapitaliste est une émission spéciale dédiée au climat. Un sujet qui revient en boucle sur les médias dans ce contexte de COP26, qu'on a intitulé COP26 après le grand blabla, urgence pour le climat. On abordera dans cette émission les luttes en Amazonie, l'arrêt du nucléaire, le scandale Total, les mobilisations et les perspectives internationales et éco-socialistes. On a l'honneur ce soir d'accueillir Tarcia Medeiros, secrétaire générale du PSOL et militante éco-socialiste en direct du Brésil, qui va intervenir sur les questions des luttes contre l'extractivisme et la déforestation en Amazonie. Il y aura aussi Dominique Malvaux, qui est membre de la Commission nationale écologie du NPA et militant antinucléaire, et Christine Poupin, notre porte-parole du NPA, membre de la Commission nationale écologie aussi, qui reviendra sur le scandale Total et abordera les perspectives et les exigences concrètes du NPA dans ce climat, sans jeu de mots encore, d'urgence absolue. Mais avant ça, en fait, Christine, là, se déroule en ce moment donc à Glasgow, la COP26, qui réunit pas moins de 195 pays pour discuter des engagements de chacun contre le réchauffement climatique. C'est bien une grande hypocrisie depuis des années. Est-ce que tu pourrais revenir sur ce qui s'y dit et ce qui ne s'y fait pas, en fait? Pourquoi justement nous on a décidé de reprendre les mots de Greta Thunberg qui qualifie cette rencontre de bla bla bla? Oui, bonsoir à toutes et tous. Alors, tu dis ça réunit 195 États, c'est vrai, mais pas que. Juste quand même pour mémoire et pour savoir un peu ce qui se trame là-dedans, il n'y a pas moins de 503 lobbyistes agréés directement à la solde des industries fossiles. 503 lobbyistes des industries fossiles, c'est plus que les délégations des 8 pays qui sont les plus concernés par le changement climatique. C'est le double des délégations représentant les peuples autochtones qui sont vraiment au premier rang des conséquences du changement climatique. Donc c'est ça aussi la COP. Alors, on a eu toute une série d'annonces, toutes plus réjouissantes les unes que les autres, comme quoi, à partir de maintenant, tout allait changer, avec en particulier des annonces sur la déforestation. Ce serait fini en 2030, mais ça, Tarcia va y revenir. La sortie du charbon, la fin de la finance des énergies fossiles. Bon, il faut dire que tout ça, ce ne sont que des déclarations en fait qui ne supposent aucun engagement réel et aucune contrainte. C'est en gros des proclamations d'intention. Alors ce soir-là, on a dépassé un peu la moitié de la COP, on s'achemine vers la fin de la COP et donc on a une idée un petit peu plus précise de ce qui va effectivement sortir de cette rencontre. Et ce qui est intéressant, c'est que, bon, évidemment, tout le monde va être très, très content, il va dire que c'est une grande avancée. Et parmi les avancées qui vont être saluées, ça donne une petite mesure du problème, c'est que va figurer dans la déclaration de la COP quelque chose qui peut vous paraître totalement élémentaire, mais c'est l'idée qu'il faut éliminer progressivement le charbon et les autres combustibles fossiles, c'est-à dire le gaz et le pétrole. Et c'est la première fois qu'on fait mention de cette nécessité d'éliminer les énergies fossiles dans une déclaration de la COP. Bon, ça ne veut pas dire qu'il y a des engagements, mais c'est pour dire un petit peu à la vitesse à laquelle ces choses-là avancent, ou plus exactement, n'avancent pas. Et puis, dans ce qui normalement devrait être acté, c'est l'ambition. Donc, de réduire de 45% les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030. On dit ambition, en fait, c'est un bien grand mot parce qu'en réalité, il faudrait que les émissions de gaz à effet de serre diminuent de 59%
d'ici 2030. Bon. Et par ailleurs, il faut mettre ça en rapport avec la réalité, puisque les engagements actuels, ils s'acheminent absolument pas vers une diminution des émissions, même insuffisante, puisque c'est une augmentation des émissions de 13,7% d'ici 2030. Et tout ça, évidemment, nous met sur une trajectoire qui sera bien au-delà des 1,5 degré d'augmentation de la température moyenne de la Terre, dont tout le monde s'accorde à dire que c'est l'objectif qu'il faut absolument atteindre. Voilà. Dans les autres choses qui ne vont pas sortir de cette COP et qui sont les sujets qui fâchent à l'entrée, c'est ces fameux 100 milliards de dollars qui devraient être versés chaque année de la part des pays les plus riches vers les pays les plus pauvres et les plus impactés pour réduire le changement climatique et pour s'y adapter. Ce ne sera toujours pas fait alors que l'engagement a été pris il y a plus de 10 ans. Et surtout, ce qui est scandaleux, c'est que ce chiffre des 100 milliards est trompeur, puisque ce à quoi on arrive aujourd'hui, c'est à peu près 80 milliards, mais dont 80% sont en fait des prêts. Et donc, des choses qui vont encore creuser la dette des pays du Sud et donc les moyens d'imposer des politiques au peuple du Sud. Enfin, il y a une question qui est absolument pas abordée, qui ne sera pas abordée vraisemblablement dans la déclaration commune, alors que c'est une déclaration, quelque chose qui est au cœur des demandes des premiers impactés, c'est ce qu'on appelle les pertes et dommages, c'est-à-dire la compensation immédiate des effets déjà à l'œuvre du changement climatique. Alors, si on veut revenir sur les choses un peu précises et sur les raisons pour lesquelles tout ça ne bouge pas et ne bouge pas assez, il faut en revenir à des choses très très précises. Je l'ai dit, c'est 59% des émissions de gaz à effet de serre qui devraient diminuer d'ici 2030 et arriver à zéro en 2050. Bon, mais évidemment, comme tout le monde n'a pas la même responsabilité, pour l'Union européenne, par exemple, il faudrait une diminution de 65%. On sait que 4/5 de ces émissions sont donc dues aux énergies fossiles et que donc la conséquence qu'il faudrait tirer immédiatement, c'est que 90% des ressources connues d'énergie fossile, de gaz, de pétrole et de charbon doivent rester dans le sol. Bon. Et l'autre composante de la discussion, c'est que tout ça, ça appartient à des groupes capitalistes, ça appartient à des États, c'est ce qu'on appelle du capital, et l'ensemble de ce qui correspond au système d'exploitation, d'extraction, de raffinage, de déplacement de ces énergies, c'est un énorme appareil qui représente à peu près 1/5 du PIB mondial. Il y a un truc que les capitalistes ne peuvent pas faire, c'est détruire du capital. Or, renoncer aux énergies fossiles, c'est détruire du capital, et c'est pour cette raison-là que, évidemment, les choses n'avancent pas et qu'on est encore dans une dynamique d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, d'augmentation de l'extraction, puisque, par exemple, et je finis juste là-dessus avec un chiffre, c'est 184 puits de pétrole qui ont été ouverts depuis début 2021, et c'est 800 qui sont prévus d'être ouverts d'ici la fin de 2022. C'est dire si on n'est vraiment pas sur la trajectoire. Ouais, bah merci pour cette introduction, Christine. Et bah, on voit très très bien, et ça illustre que tout est bon pour faire de plus en plus de profits aux dépens de la planète. Et alors il y a des solutions qui sont proposées. Tu en as énoncé quelques-unes, mais on voit le temps que ça prend. Parmi les fausses solutions, il y en a une qui a la cote, particulièrement en France, c'est le nucléaire. Donc là, je voulais justement me tourner vers toi, Dominique. C'est présenté un peu comme une énergie propre, décarbonée. Et on aimerait avoir un peu, toi, ton avis sur la question. Est-ce que le nucléaire peut sauver le climat?
C'est une très bonne question. Avant d'aborder, je vais y répondre tout de suite, mais un petit préambule sur le contexte, en fait. C'est pas nouveau que l'industrie nucléaire se propose comme être la solution au climat, mais il y a une particulière campagne aujourd'hui, depuis 2 ans, hein, parce que l'industrie nucléaire est en faillite, d'abord financière, ça, c'est le problème, qu'elle est confrontée, notamment pour la France, au vieillissement de ses installations. 2 tiers des réacteurs ont dépassé les 30 ans de fonctionnement et attaque les 40 années aujourd'hui, donc des réacteurs vieillissants. Les modèles nouveaux comme l'EPR ont déjà plus de 10 ans, le seul EPR français a déjà plus de 10 ans de retard, et encore là tout dernièrement, c'est pas le scoop, hein, au mois d'avril 2021, on a annoncé un nouveau problème sur le réacteur lui-même, une non-conformité, comme dit l'ASN, qui annonce que si cette difficulté ne se réduit pas, elle ne pourra pas donner d'autorisation. Donc on voit bien que qu'EDF aujourd'hui, que l'industrie nucléaire, que le gouvernement ont besoin de donner, de rassurer et de se présenter comme étant les garants du climat, parce que leur industrie s'effondre elle-même. En gros, il faut sauver General Nucléaire. Alors maintenant, pour savoir un peu ce qu'on peut penser de leur proposition de sauver le climat, il faut prendre leurs arguments à eux, en fait. Le premier argument, c'est le nucléaire est sûr et la catastrophe en France est inimaginable. Moi, je vais donner que 2 exemples. 2 tiers des 56 réacteurs là, ont été construits dans les années 70 avec 40 années de fonctionnement. On peut tout changer. On pourrait les remettre à neuf, sauf 2 choses. Le cœur du réacteur et son enceinte de confinement. Ça, on ne peut pas les changer. Or, ce sont ceux qui subissent le plus la chaleur. C'est-à-dire qu'en fait, on va fonctionner de plus en plus avec des réacteurs qui peuvent avoir un accident. Et ce n'est pas moi qui le dis. Le 20 avril 2016, le président de l'autorité de sûreté nucléaire de l'époque, Pierre-Franck Chevet, disait « 30 ans après Tchernobyl, un accident nucléaire majeur ne peut être exclu nulle part ». Et il ajoutait « Et le contexte français actuel est particulièrement préoccupant ». C'est donc l'autorité de sûreté nucléaire elle-même qui dit que notre industrie nucléaire, et l'industrie nucléaire en général, n'est pas sûre et qu'une catastrophe est possible. L'autre argument, c'est qu'il faut développer l'électricité pour ne plus consommer de pétrole et de charbon. Alors là, il faut ramener un petit peu les problèmes, et ça, c'est le débat qu'on a dans le mouvement climat aujourd'hui, les antinucléaires. L'électricité nucléaire, en tant que telle, dans le monde entier, ne représente que 2,5% aujourd'hui. Et l'électricité, y compris l'électricité carbonée, ne représente que 18%. C'est-à-dire que si on veut augmenter l'électricité pour enlever du charbon et du pétrole, il faudrait, et si on veut en plus le faire avec le nucléaire, il ne faudrait pas 440 centrales nucléaires comme on a aujourd'hui, mais il faudrait plusieurs milliers de centrales nucléaires. Je rappelle qu'avec 440 centrales, on a déjà eu 2 catastrophes et 2 pré-catastrophes, et que, bon, voilà, on imagine avec plusieurs milliers de centrales nucléaires, en plus en sachant qu'une grande partie des pays du monde ne serait pas capable de s'offrir une telle technologie. Autre chose comme argument, il n'y a pas de pénurie d'uranium alors qu'il y aura une pénurie de pétrole, de gaz et de charbon. Alors là, je renvoie à un article que je conseille à tout le monde, hein, du 20 octobre 2021 du Canard enchaîné, l'excellent Canard enchaîné, qui s'appelle Astérix chez les bonimenteurs. Je vais donner seulement quelques chiffres qu'il donne lui-même, le journaliste. L'uranium en France, hein, c'est 8000 tonnes annuelles d'uranium pour alimenter nos 56 réacteurs. Pour ça, on remue 1 tonne de terre pour extraire 1 kilo de minerai, qu'il faut ensuite traiter à coups d'acide sulfurique pour en faire ce qu'on appelle du yellow cake. Et ensuite, ce yellow cake doit se promener dans toute la France par camion, par train, etc. Alors, on peut parler de bilan CO2, mais dans les chiffres que nous donne l'industrie nucléaire aujourd'hui sur leur bilan CO2, eh bien, ils mettent une toute petite phrase. L'électricité EDF est à 97% sans émission de CO2, bien sûr, mais il précise bien avec un petit astérix que ça ne prend pas en compte tous les coûts induits et toutes les dépenses induites en CO2. En gros, tout ce travail sur l'uranium n'est pas comptabilisé dans les fameux 97% sans CO2 de l'électricité qu'annonce EDF. Les déchets ne sont pas un problème car on peut les réutiliser pour alimenter les réacteurs. Alors ça, on a Jean Covici notamment, hein, qui renvoie le problème en disant on sait quoi faire des déchets. Eh bien,
on sait peut-être faire un tout petit peu sur une partie des déchets, mais d'abord, on a les fameux 4% de ces déchets qui sont, eux, de haute activité, comme on appelle, hein, qui représentent un danger mortel et quasi éternel pour tout être vivant. Ceux-là, on ne sait pas quoi en faire, et c'est ceux que l'on prévoit de mettre sous terre, à Bure notamment, et qui aujourd'hui encombrent les piscines à La Hague. Mais quand ils nous disent qu'ils peuvent retraiter le combustible usé, il faut savoir que les seuls réacteurs, c'était les réacteurs Superphénix qui pouvaient réutiliser le combustible usé. C'est Superphénix, même celui du Japon a fermé, il n'en reste plus qu'un en Russie, c'est tout. Tous les autres ont fermé, notamment le Superphénix français, bien sûr. Donc pour l'instant, on réutilise peu les déchets pour faire du combustible et on réutilise un peu de plutonium sur les 15 tonnes de plutonium qui sont emmagasinés en France pour faire ce qu'on appelle du MOX, qui fonctionne dans 21 réacteurs en France. Mais il faut savoir que ce MOX, une fois qu'il a été utilisé dans les réacteurs, il produit lui-même des déchets nucléaires. Et ces déchets, on ne sait pas quoi en faire. Et là, Greenpeace, encore hier, a fait une alerte, puisque ces déchets du MOX sont envoyés aujourd'hui en Russie, soi-disant pour être de nouveau retraités. On sait en fait qu'ils vont s'entasser en Sibérie pour des milliers d'années. Enfin, leur dernier argument, c'est qu'il y a urgence climatique et seul le nucléaire peut rapidement compenser l'arrêt du pétrole et du charbon. On le voit bien à la COP26, les délais qui sont mis à 2050 aujourd'hui sont gravissimes. C'est dès maintenant qu'il faut prendre des mesures très très fortes. Et il est évident que si on veut arrêter très rapidement le charbon et le pétrole, et d'ailleurs, entre parenthèses, EDF ne parle pas du gaz, hein, parce que pour l'instant, ils font une campagne pour le gaz en échange pour que l'Allemagne accepte qu'on rentre le nucléaire dans l'accord européen. Mais en tout cas, l'urgence, c'est que construire les EPR, on le voit bien, ça fait 12 ans que notre EPR est toujours en construction, il n'est toujours pas en service. Si on voulait en construire 4 ou 5, on peut parier sur une vingtaine d'années avant que ça puisse être mis en service. Construire de nouveaux réacteurs, ça ne se fait pas du jour au lendemain, il faut 5, 6 ans, etc. Et puis surtout, la solution nucléaire, elle n'a que 30 ans devant elle. Un réacteur, au bout de 30 ans, il devient dangereux, ce que j'expliquais au début. C'est-à-dire qu'en aucun cas, dans la temporalité aujourd'hui pour arrêter, la production d'électricité par le nucléaire ne peut être une solution. Par contre, et c'est le dernier problème sur cette temporalité, c'est un peu ce que nous proposons. C'est qu'il faut maintenant s'atteler très rapidement, et c'est malheureusement pas l'objet de la COP26, sur un changement beaucoup plus radical de notre mode de fonctionnement, et notamment du mode de fonctionnement capitaliste de la société. C'est très clair. On peut arrêter, c'est ce que dit le NPA, on peut arrêter définitivement le nucléaire en moins de 10 ans. Mais pour ça veut dire qu'on est capable de faire ce qu'a fait le gouvernement français dans les années 70. C'est-à-dire, on a changé complètement de mode de production de notre énergie dans les années 70. Mais on l'a fait en y mettant et de l'argent, et des scientifiques, et des techniciens, etc. Et en 5-6 ans, effectivement, on a créé des centrales nucléaires. Eh bien, ce qu'on proposera, nous, c'est de faire dans la même temporalité un véritable mode de fonctionnement. Alors, je vais donner que quelques exemples, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On va devoir, il y a un problème de logement en France. Dominique, il faut construire des centaines de milliers de logements. C'est le moment de les construire. C'est le moment de les construire, des logements autonomes en énergie et des logements Dominique, qui soient… Oui, je t'entends. Je suis trop long. Excuse-moi. Je conclue tout de suite. Une modification du mode de fonctionnement de notre société globale, ça veut dire plus de voitures, ne plus se promener avec 500 kilos autour de soi, ça veut dire des transports en commun, ça veut dire des logements, etc. Et puis de l'argent pour la science, pour savoir comment on peut conserver l'électricité et savoir comment on peut améliorer nos éoliennes. D'accord, merci Dominique. Alors, moi j'avais hier, il y a Macron qui a pris la parole et dans son allocution, il nous vante les mérites de ces petits réacteurs là, le PRM, pardon, petit SMR. SMR, et c'est le truc anglais, sinon c'est PRM en Et voilà, donc petit réacteur modulaire. Alors ok, donc c'est un peu déplacer le problème, mais surtout créer plus d'occasions d'accidents en fait. Donc est-ce que tu peux revenir un petit peu là-dessus assez rapidement, peut-être 2 minutes parce 2 minutes là, effectivement.
Très rapidement. D'abord, c'est un concept aujourd'hui, on voit bien, même à Macron hier n'est pas rentré dans le détail et personne ne rentre le détail sur ces fameux SMR parce qu'on ne sait pas les faire encore. Les seuls SMR existants, ce sont les moteurs de sous-marins atomiques et de porte-avions, qui sont des petits réacteurs, effectivement. Mais bon, on a quand même 7 sous-marins qui ont sombré, sous-marins nucléaires qui ont sombré et qui sont dans les fonds marins. Et si laisser des déchets nucléaires dans les fonds marins n'était pas dangereux, on se demande pourquoi on essaie de créer Bure. On n'aurait qu'à jeter tous nos déchets nucléaires dans la mer. Le problème, c'est qu'on s'est rendu compte assez vite que l'océan, il n'était pas non plus immense et qu'on ne peut pas laisser des déchets. Donc, plus on va créer des petits réacteurs qui sont prévus pour être dans l'eau. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont des réacteurs qui s'installeraient soit dans des fleuves, soit en mer. Alors, effectivement, on enlève le problème de l'accident de type Tchernobyl ou Fukushima, puisqu'on peut immédiatement éteindre le réacteur puisqu'il est sous l'eau. Sauf que, quid de la pollution, justement, des océans? Enfin, ces petits réacteurs représentent relativement peu de mégawatts-heure et ils seraient aujourd'hui probablement accessibles à quelques pays, mais à très peu. Voilà. Donc, je pourrais développer un peu plus, mais on n'a pas aucune garantie qu'il n'y aurait pas d'accident. On en aura même, puisqu'il y en a eu dans les sous-marins nucléaires. Ah ouais. On n'a pas de garantie qu'il n'y aura pas de pollution, parce qu'effectivement, ça polluera la mer. Et on n'a aucune garantie que ça pourra répondre aux besoins d'électricité pour remplacer le charbon et le gaz, comme je disais, c'est-à-dire passer de 17% d'électricité à 35-40% d'électricité. Ouais. Ce n'est pas du tout ces petits réacteurs qui sont la solution. La seule solution aujourd'hui, c'est encore une fois, c'est de changer de fonctionnement de l'économie et aussi de s'appuyer sur les énergies renouvelables. Merci Dominique pour cette expertise. Donc là, dans le contexte d'hypocrisie ultime, parce qu'on ne peut pas appeler ça autrement, il y a quand même un argumentaire qui vient s'ajouter et qui prouve bien que les profits passent avant tout, avant toute chose, avant nos vies et bien sûr avant l'impact climatique que ça génère. Le capitalisme, c'est là on a un exemple qui illustre bien, c'est le scandale du groupe Total. On apprend la semaine dernière, je crois, qu'ils agissent en toute connaissance des conséquences désastreuses de leur activité sur leur environnement, mais depuis le début des années 70. Ils le savent et ils continuent. Donc, je demandais peut-être à Christine là-dessus. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'affaire Total et le scandale? Oui, alors, Total, je dirais, c'est un peu l'archétype, quoi. Ils sont parfaits. C'est-à-dire, ils cumulent absolument tout. Alors, d'abord, c'est le plus gros pollueur, c'est le pollueur en chef, hein, c'est 450 millions de tonnes équivalent CO2 par an, c'est-à-dire c'est plus que la France hein, dans les activités du groupe Total. Bon, alors Total savait, comme tous les autres grands groupes pétroliers, les Exxon, les Shell, etc., ils savaient depuis en gros 1970 que leur activité avec les émissions de gaz à effet de serre était responsable du changement climatique. Bon. Donc, dans un premier temps, ils ont dit, bah oui, c'est vrai. Et puis, très vite, fin des années 80, début des années 90, quand cette question-là a commencé à monter dans la société, ils ont basculé sur une autre stratégie, sur une stratégie qui est ce qu'on appelle la fabrique du doute. C'est-à-dire essayer systématiquement de distiller on ne sait pas, c'est pas sûr, rien n'est prouvé, les scientifiques sont pas d'accord, etc., etc. Bon, avec vraiment, alors pour ce qui concerne Total en France, bloquer l'écotaxe et on a des traces de communication interne du groupe se félicitant de la contribution du groupe au blocage de toute politique qui aurait pu tendre un tant soit peu à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Donc ça dure comme ça. Et puis on arrive vers 2006 où là, on a un véritable tournant de communication vers les renouvelables. Et alors là, plus vers
tu meurs. Bon, il y a toute une communication qui se met en place. Tout ça pour arriver à ce à quoi on a assisté il y a quelques mois, c'est-à-dire le remplacement de Total par Total Énergie, avec une pub, avec des éoliennes multicolores, des panneaux solaires, etc., etc. Bon, visant à présenter vraiment Total comme, enfin Total Énergie, avec son nouveau nom, son nouveau logo, comme vraiment le fer de lance des énergies renouvelables. C'est du pipeau intégral, c'est-à-dire que depuis cette date-là, c'est en gros, hein, on a les chiffres sur 2010-2014, on a un rapport de 127 pour les énergies fossiles, 3 pour les renouvelables. Sur 2015-2019, 77 d'énergie fossile pour 5 de renouvelables, ce qui est prévu pour 2026 et 2030, c'est-à-dire là, à partir de maintenant, tout va changer, etc. C'est toujours 80% de fossiles, c'est-à-dire on continue que de plus belle le gaz et le pétrole, et on saupoudre d'une pincée de renouvelables, bon, avec toute une série de projets plus scandaleux les uns que les autres. Les deux plus connus dans ceux qui sont là en cours, c'est ce qui se passe en Ouganda, avec la complicité du gouvernement français, avec pas moins de 400 puits autour d'une zone de biodiversité absolument décisive, avec un éoléoduc chauffé sur plus de 1400 kilomètres. C'est 30 000 personnes qui sont concernées par ces installations. C'est un projet dans l'Arctique aussi, avec ce qu'on appelle du GNL, c'est-à-dire une extraction de gaz encore plus polluante. Bon, et par ailleurs, c'est vraiment le champion des fausses solutions qui ont la faveur des groupes capitalistes au nom de ce qu'on appelle la neutralité carbone, c'est-à-dire cette idée qu'on pourrait continuer à émettre des émissions de gaz à effet de serre pourvu qu'on arrive à en capter, donc, ou à en éliminer, alors en utilisant la capacité des arbres à absorber le CO2. C'est ce que Total, comme les autres, appellent les solutions basées sur la nature. Donc comme ça sonne bien, c'est cool, mais c'est absolument une catastrophe pour les peuples du Sud qui se voient spolier de leurs droits et de leurs forêts pour planter des arbres qui vont absorber les gaz à effet de serre qui vont continuer à être émis. Alors Total, c'est pendant ce temps-là énormément de profits. C'est des actionnaires qui sont tout à fait choyés, puisque, y compris en 2020, hein, qui était réputée être une pas très bonne année pour eux, il y a 7,2 milliards d'euros qui ont été distribués aux actionnaires. Bon, et les actionnaires de Total, on les connaît bien, puisque le premier actionnaire, c'est BlackRock, donc un fonds d'investissement. Le deuxième, c'est Amundi, c'est Amundi qui est lié au Crédit Agricole. Les deux ont signé la main sur le cœur le fait qu'ils ne finançaient pas des projets climaticides, et ils soutiennent des politiques ambitieuse, vertueuse. Voilà. Total, c'est aussi grand puits, on l'a vu, avec ce que ça veut dire de licenciement. Et n'oublions jamais que Total, c'est aussi AZF, avec la catastrophe de l'explosion de l'usine de Toulouse. Donc, il y a une campagne qui se met en place et qui s'appelle Total ment. Je sais, le jeu de mots est facile, mais il est quand même particulièrement adapté. Bon, et nous, évidemment, on soutient cette campagne, mais au-delà de ça, bon, ça montre qu'on ne peut absolument pas laisser la responsabilité de ce qui doit être en fait une révolution énergétique, parce que derrière les mots de transition énergétique, il y a une arnaque. Hein, qui est en gros, on continue comme avant sur le gaz, le pétrole et le charbon, et puis on rajoute un peu de renouvelables. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit effectivement d'arrêter le nucléaire, de sortir des fossiles,
d'être capable de développer les renouvelables, mais surtout d'avoir une politique de sobriété énergétique absolument radicale. Mais ça, la sobriété, c'est contradictoire avec le capitalisme, c'est contradictoire avec le fait de servir des tels dividendes aux actionnaires. Donc, ça pose effectivement la question de l'expropriation. Et franchement, qui ira pleurer sur l'expropriation de BlackRock ou de Amundi? On sent que ça les empêchera pas de manger à la fin du mois. Donc, il faut effectivement poser la question de l'expropriation, de la socialisation, parce que l'énergie doit être un bien commun et qu'il faut garantir l'accès à l'énergie. On rappelle quand même qu'il y a, et le chiffre est sorti aujourd'hui, rien qu'en France, 12 millions de personnes qui sont dans la précarité énergétique, donc qui sont privées de l'accès à ce bien essentiel qu'est l'énergie. Donc voilà, on pense, nous, qu'il y aurait matière là à en plus, et avec la campagne qui est déjà menée par les associations, une vraie campagne d'une écologie politique radicale pour l'expropriation de Total, pour être au moins capable, un tant soit peu, d'entamer la révolution énergétique qui est indispensable. Peut-être on pourra revenir en fin d'émission sur justement les exigences concrètes et les mesures radicales qu'il va falloir prendre. Alors, merci Christine d'être venue sur l'affaire Total. Là, on est en train de parler depuis le début et d'illustrer avec des exemples français, mais s'il y a bien une question qui serait d'un point de vue internationaliste, justement, c'est celle du climat. De ce point de vue-là, il y a une région qui est particulièrement sensible et qui est celle de l'Amazonie, qui concentre des enjeux tels que la déforestation massive et l'extractivisme dont on parle depuis tout à l'heure et la spoliation des peuples. Pour cela, je vais demander du coup à Tarsia de nous répondre. Donc, tu es secrétaire national du PSOL et tu milites sur les questions en Amérique latine. Est-ce que tu peux nous exposer déjà en premier la situation actuelle de manière assez globale en Amérique latine, s'il te plaît? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez bien? D'accord. Merci beaucoup pour l'invitation des camarades du NPA. C'est un vrai plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors, même si je continue à être une des dirigeantes du PSOL, mon activité principale, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est comme une militante éco-socialiste à l'intérieur de notre collectif éco-socialiste du PSOL et comme militante écoféministe. Et en plus des luttes socio-climatiques, je suis aussi avocate. C'est mon activité professionnelle. Et donc, je participe dans les luttes avec les questions des droits climatiques des peuples originaires et natifs, et donc dans leur lutte dans laquelle elles sont en train de lutter. Et donc la question de l'Amazonie au Brésil, mais dans tout le territoire de la Panamazonie, est une partie de notre continent latino-américain, est beaucoup plus important dans ce contexte de scénario mondial, de la COP26 sur justement ces questions climatiques. Et donc on sait que même si les bénéfices générés par les territoires de l'Amazonie, donc les bénéfices généraux qui sont mondiaux, sont toujours locaux. Donc, le thème de l'Amazonie ou de la Panamazonie sont des thèmes très très connus. Ça continue à être un thème central dans notre vie, à l'intérieur de ce territoire, pour les peuples qui vivent là. Et donc, même si ce sont eux qui luttent pour la conservation de la nature là-bas et des droits
primaux de la nature. Donc, ce sont ces gens-là qui souffrent d'une inégalité sociale. Ils ne peuvent pas accéder à des politiques de santé, d'éducation et accéder à des questions d'énergie, donc de l'électricité, par exemple, même pas pour conserver leurs aliments. Et il n'y a même pas d'eau potable. C'est absurde de dire que dans la région où il y a le plus d'eau, où il y a le plus de réserves d'eau sur la planète, les gens n'ont pas d'eau pour boire et non plus pour cuisiner. Car la région de l'Amazonie serait capable de donner de l'eau à toute la planète pour 250 ans. Et en Amazonie, ils consomment de l'eau polluée. Et donc, on ne peut pas débattre de la question écologique sans prendre en compte la question sociale, et qui souffre d'une inégalité énorme. Au centre du Brésil, 90% de la population de São Paulo arrive à avoir de l'eau potable. 57% de l'eau potable, des habitants de l'Amazonie, n'arrivent pas à avoir de l'eau potable. Et même pas de l'eau traitée. Voilà. 10% de la population n'arrive pas à avoir de l'eau correctement traitée. Quand on parle des peuples originaires, les peuples traditionnels, car il y a beaucoup de territoires dans l'Amazonie, donc les peuples des bois, les peuples indigènes, il y a des gens là-bas qui vivent en harmonie parfaite avec l'écosystème, survivent de ces biens communs. Donc, voilà, et donc ils ont besoin que cet écosystème reste debout, reste vivant. Et donc, c'est surtout une question de survivre aujourd'hui pour eux. Et c'est évidemment aussi une question centrale, bien évidemment au niveau du climat, mais ça fait partie même de leur vie. Et donc, on pense que la criminalisation des peuples d'Amazonie est une forme d'avancer sur ces territoires, en fait. De criminaliser ces peuples permet d'attaquer la forêt. Et donc, ils pensent que ils utilisent le coronavirus pour attaquer ces peuples qui vivent isolés dans un coin. Et donc, ils ont utilisé le Covid-19 comme arme biologique. Et c'est toujours une pratique sur notre continent. Au Brésil, c'est une pratique absurde, très grave, et qu'on a vu dans ces temps de pandémie. Et donc, on sait que depuis ici, dans l'Amazonie, c'est d'ici qu'ils sortent les métaux principaux pour la transition énergétique dont on a parlé. Quand on parle d'énergie propre ou juste, il faut prendre en compte que d'où sortent en fait ces technologies-là. Donc, les métaux, la condition, etc., ne sortent pas de n'importe où. Donc, l'énergie éolienne, l'énergie solaire, ils sont considérés comme des énergies propres qui ne vont pas amener un réchauffement climatique ou des gaz à effet de serre, ont besoin
de beaucoup de types différents de produits dans les métaux qui viennent justement de ces territoires exploités par le capitalisme. Donc dans beaucoup de régions du monde et par exemple dans l'Amazonie brésilienne et donc dans les autres régions de l'Amazonie, dans les autres pays du continent. D'accord. Et donc la Panamazonie est divisée entre 8 pays, pareil avec la Guyane française par exemple. Ouais. Et donc Équateur, Guyane française et Suriname, par exemple. Et donc, les réalités de ces peuples sont complètement différentes. Dans ces territoires, tous ces peuples sont divisés sont répartis dans des zones géographiques très différentes. Une ville comme Altamira, dans la province de Pará, qui est au Brésil, est proche de l'Amazonie. C'est une ville qui a un territoire plus gros que le Portugal ou la Grèce. Une seule ville est plus grande que le Portugal ou la Grèce. Ok. Et jusqu'à aujourd'hui, on a vu que la déforestation de l'Amazonie correspondait à 2 fois le territoire de l'Allemagne. C'est comme s'il y avait eu 2 Allemagnes déforestées. Et malheureusement, on sait que les peuples de l'Amazonie vont avoir un rôle central dans la préservation de ces territoires. Car ils vivent sur ces terres, mais il y a un prix qui est très, très, très élevé pour vivre là. Car ils sont en dehors de toutes les politiques pour pouvoir maintenir une vie digne, en fait. Et principalement dans la Panamazonie d'Amérique latine. Au Brésil, sous le gouvernement Bolsonaro, il y a une situation politique très grave qui a commencé il y a quelques années, pardon, et donc on commence plus en pouvoir avec l'exploitation du bois, par exemple, et l'exploitation des biens communs de la nature. Ça va faire une vingtaine d'années que tout ça a commencé et ça continue à augmenter encore aujourd'hui. D'accord. Après, on va parler un peu de ça, du rôle et du rôle du Brésil dans tout ça. Et c'est un rôle central. Et moi, je suis d'accord, il faut prendre le fric des pays du Nord, en fait. C'est ça. Parce qu'on sait très bien que les bénéfices sont mondiaux et les conséquences, elles sont locales. Et donc, la facilité de l'accès à la télécommunication, la technologie rentre en compte. La question, c'est pas d'être pour ou contre le développement. C'est quel type de modèle est-ce qu'on veut, tout simplement. Est-ce que ce type de modèle va être pour beaucoup ou pour très peu? Pour les générations actuelles ou seulement pour les générations actuelles ou pour aussi les générations qui viennent? Est-ce que si c'est aller vers l'avant ou est-ce que c'est aller vers l'arrière? C'est un peu sur tout ça. Ouais. Et donc, je pourrais ajouter un peu plus après. Oui, moi, je voudrais déjà, merci beaucoup, Tarzia, pour ton explication. Là, à la COP26, il y a une promesse de stopper la déforestation en Amazonie d'ici 2030. J'aurais aimé savoir... Désolé, je ne peux pas faire cela. Ce que toi, tu en penses, en fait. Peut-être que le micro est coupé.
Tu me demandes si le Brésil va couper cette déforestation, va arrêter, pardon, la déforestation? Moi, j'ai l'impression que c'est une blague. Parce qu'une des politiques du gouvernement brésilien, c'est justement tuer les gens qui sont dans l'Amazonie et qui sont en train de construire la résistance, et contre la résistance, et pour défendre leur territoire. Et donc, une des formes de faire cela par le gouvernement Bolsonaro, c'était utiliser le Covid-19 pour tuer les gens. Et donc, ça continue beaucoup comme une politique d'État. Et maintenant, encore plus qu'avant, une politique d'État, le fait d'exploiter toute l'industrie minière, l'industrie de la viande et l'élevage intensif, pardon, et exporter beaucoup d'autres de minéraux et du bois à l'extérieur, comme une forme de maintenir l'activité économique du pays. Et avec la crise économique qu'on a aujourd'hui au Brésil, ça fait déjà quelques années que ça a commencé, mais avec la pandémie, comme elle a duré très très longtemps, le gouvernement continue à avancer dans cette voie, et avec vraiment une activité une attitude de prédateur sur ces thèmes-là, avec une volonté d'exploiter tout ce qui existe dans l'Amazonie. Et tout ça vient de la déforestation et de l'expulsion des peuples originaires et des peuples de l'Amazonie. Et on sait que même s'ils ont l'excuse de dire que c'est pour résoudre la crise qu'il y a, on sait très bien que ce n'est pas vrai. Le Brésil, c'est un des pays un des plus grands pays producteurs d'aliments. Ouais. Il y a beaucoup d'aliments, mais pour aller les envoyer à l'extérieur. Il n'y a pas des aliments pour nous, sinon pour l'extérieur, pour le marché financier. Et aujourd'hui, le Brésil est revenu à une situation de faim qui n'existait pas il y a quelques années, et il y a beaucoup d'années. La situation au Brésil aujourd'hui est encore pire aujourd'hui que les pourcentages d'insécurité alimentaire du Venezuela. Et le Venezuela ne produit pas d'aliments. Ils ne produisent aucun type d'aliments. Un des principaux problèmes du Venezuela a été que les gouvernements bolivariens n'ont pas amélioré les questions de souveraineté alimentaire du pays. Et donc, le Brésil, c'est le contraire. C'est un des plus grands producteurs alimentaires du monde, et sa population vit 48% de la population brésilienne vit dans une situation d'insécurité alimentaire. Et donc, les gens ne savent pas s'ils vont manger au moins 2 fois par jour. Et 52% de la population vivent dans cette situation d'insécurité alimentaire légère. Oui. Et donc, ça a à voir avec la situation écologique du pays, climatique du pays. Et ça, par exemple, aussi sur l'Amazonie. Et l'avancée des perceptions sur le pays a été très compliquée. Évidemment, oui. Et donc, il y avait toute une volonté il y avait toute une volonté colonialiste à l'intérieur de l'Amazonie et sur les terres. Les pays de la périphérie du monde produisent et vendent les aliments et les ressources
donc minerais et bois, et donc ils vendent toutes ces ressources aux pays centraux du capitalisme. Et donc, ce qu'a dit le représentant du gouvernement mexicain, qui s'est engagé pour la déforestation stopper la déforestation jusqu'à 2030, les arguments principaux, les ressources économiques du gouvernement Bolsonaro viennent de tuer les natifs et de déforester l'Amazonie. Et donc, depuis la gauche brésilienne, on dit que Bolsonaro est un génocidaire. Ouais. Parce qu'on a déjà 600 000 personnes qui sont mortes du Covid. Ouais. Et un gouvernement qui ne voulait pas vacciner les gens, qui est totalement négationniste, de ne pas croire qu'il existe un réchauffement climatique et un changement climatique, rien du tout. C'est complètement négationniste. Et c'est un génocidaire. Et en plus de tuer les gens indirectement, maintenant, on est revenu à une situation de faim très, très grave. Et on sait que au Brésil, 60% de l'aliment qu'on mange, des aliments qu'on mange, vient d'une agriculture qui est paysanne, qui vient des territoires des indigènes, des forêts, des gens qui vivent dans les zones de réformes agraires. Et ce que produit l'agrobusiness et la destruction de l'Amazonie sert à d'autres pays, et par exemple aux élevages intensifs aux États-Unis. Ouais. Et donc il va jamais essayer de diminuer la déforestation, et faut surtout pas qu'il soit élu, justement. Au contraire, il risque de l'améliorer encore plus. Et c'est très, très triste. Parce qu'il nous faudrait organiser la résistance et continuer à dénoncer toujours plus ce genre de gouvernement. Et donc, on pense que des espaces comme ça où on peut parler de la situation du Brésil, parce que de toute façon, la situation n'a pas à voir qu'avec le Brésil, mais avec toute l'Amérique latine et tout le monde entier. Je ne sais pas si vous savez que si l'Amazonie n'existait pas, si elle n'existait pas, l'Amazonie, on aurait une augmentation de 0,20 degré de la température de la planète. Donc, on aurait une augmentation de 0,2%. Ouais. Et ce sera encore pire pour le pays. Et donc, ça a à voir avec notre région, tout ça. Et ça a à voir avec une question climatique et une question sociale, politique et économique. Ouais. Et donc, notre objectif est d'avoir la discussion en package, qu'on regroupe tout sous la même discussion, quoi. Et aborder la question inhumaine de conditions de vie des gens ici, quoi. Oui, bah, exactement. Merci infiniment, Tarzia, pour cette riche explication et pour ton engagement. J'avoue être un peu émue par ton témoignage, hein, même si on le sait, on ne le vit pas directement et c'est catastrophique. Voilà, on va conclure cette émission, mais vraiment un immense merci à toi d'être intervenu ce soir. On va retrouver Christine, donc notre porte-parole. Bon, le constat n'est pas brillant, hein, c'est même très, très inquiétant. Et du coup, selon toi, est-ce qu'il n'est pas trop tard, en fait, j'ai envie de dire?
en fait. D'abord, je m'associe au remerciement à Tarsia. C'est aussi ça qui donne le sens à notre engagement, c'est cet internationalisme concret et aussi amical qui peut exister, et en particulier au sein de la 4e internationale. Donc encore merci Tarsia. Bah oui, ça marche pas. Voilà, mais il faut faire le point de ce qui ne marche pas. Et ce qui ne marche pas, c'est toutes les politiques qui, en gros, misent sur le marché pour résoudre le problème, alors que c'est la logique même de marché, c'est la logique productiviste, c'est la logique capitaliste du toujours plus, qui est à la racine du problème. Donc, ce qui est la cause du problème ne peut pas être en même temps la solution. Et on le voit très, très concrètement, c'est-à-dire que ces solutions de marché qui pensent qu'en gros, en donnant un prix au carbone, en faisant de la compensation, etc., on va résoudre le problème, ne font qu'alimenter encore le problème, tout en renforçant les inégalités, les injustices sociales à l'intérieur d'un même pays, en faisant payer aux plus pauvres les conséquences de la crise climatique, mais aussi en faisant payer aux plus pauvres des pays du Sud les conséquences de ce qu'il faut appeler cette dette climatique. Et l'autre versant de ces solutions de marché, c'est aussi de toujours penser qu'en gros, la technologie pourvoira. C'est-à-dire qu'on trouvera bien une autre solution. Alors, il y a évidemment ceux qui pensent qu'on peut se réfugier sur Mars ou ailleurs quand ça ira trop mal, pour la poignée qui le pourra, qu'on peut manipuler le climat pour tous les tenants de la géo-ingénierie, mais très pratiquement, ce qui est au cœur, par exemple, de la logique et de la logique même de la COP, et qu'on entend à longueur d'antenne, cette histoire de neutralité carbone en 2050 fonctionne exactement avec cette logique-là. C'est-à-dire, c'est vraiment l'idée que, en gros, c'est la neutralité carbone ou les émissions net zéro, c'est l'idée que l'important, c'est qu'à la fin, la balance soit à zéro. Donc, on peut émettre beaucoup pour peu qu'on puisse capter beaucoup de CO2. Sauf que ça, c'est d'abord un argument. Alors, de fixer 2050, c'est un argument pour ne rien faire tout de suite. Et on voit à quel point tout ce qui se profile pour 2030 est absolument inefficace. Mais c'est aussi se dire que c'est aussi une conception complètement mécaniste de la nature. C'est-à-dire que tout s'additionne, tout est égal. C'est-à-dire que une forêt détruite ici ou un espace, une zone humide détruite ou des émissions de CO2 faites ici, ça peut être compensé par des arbres plantés à l'autre bout du monde, et que tout se vaut. La nature, ça marche pas. Ça marche pas comme ça. Ça fonctionne pas comme ça. Cette vision même mécanique et marchandisée de la nature ne fonctionne pas, et elle est source de colonialisme, d'un nouveau colonialisme vert tel que l'a décrit Tarsia, des marchés financiers, etc. Donc, il n'y a pas… Alors, est-ce que c'est fichu? Non, il y a des solutions. Mais la solution, alors, c'est d'être capable de penser qu'on peut plutôt sortir du capitalisme, voilà, plutôt que d'aller vers la fin du capitalisme, plutôt que vers la fin du monde. Mais il y a des gens qui sont plus prêts à imaginer la fin du monde que la fin du capitalisme. Parce que c'est vrai. La solution, en fait, il faut dire la vérité. C'est incontournable de réduire la production matérielle et les transports inutiles. Mais dans le même temps, il faut répondre aux besoins sociaux. Et on sait qu'il y a des besoins élémentaires qui ne sont pas satisfaits. Tarsia parlait des problèmes d'alimentation, je parlais des problèmes de précarité énergétique. Donc, il faut à la fois être capable de supprimer les productions inutiles, et en même temps de réorienter, de réorganiser la production et l'ensemble de la société, en gros, pour vivre bien, pour répondre aux besoins, et pas pour faire des profits. Mais souvenons-nous quand même que les 10% les plus riches
émettent plus de la moitié du CO2. Bon. Voilà. Donc, se posent forcément les questions de propriété, les questions d'expropriation, je l'ai dit tout à l'heure pour Total, mais on voit bien derrière Total, il y a aussi la question de tous les groupes financiers, du contrôle, de la démocratie. Et en gros, on pourrait résumer ça globalement dans un changement global de comment on voit les choses, qui serait produire et travailler moins, partager et décider plus. Voilà, c'est ça la réponse aujourd'hui. Et ça, c'est une réponse qui est radicalement anticapitaliste, radicalement écosocialiste. Oui, c'est ce que j'allais dire. Ça, c'est les mesures concrètes, radicales qu'il faudrait prendre, qu'il aurait même fallu prendre avant, parce que c'est dans ce sens-là qu'on dit que c'est trop tard. Sauf que ça ne l'est pas. Si vraiment on renverse le système, donc ça, c'est des mesures concrètes et radicales. En attendant, on va dire, alors qu'il ne faut pas attendre parce qu'il y a une urgence climatique et on a bien conscience de ça. Comment on peut articuler les différentes formes de mobilisation? Parce que il y a les marches pour le climat, les grèves climatiques, les actions de désobéissance, les occupations aussi, je pense à ça. Voilà, comment on peut articuler tout ça? Mais tu as raison, il ne suffit pas de dire une seule solution, la révolution, même si c'est vrai. Encore faut-il se mettre d'accord sur une révolution vraiment radicale qui ne pose pas seulement la question de la propriété, mais aussi la question de l'ensemble du fonctionnement de la société, de la rupture avec l'ensemble des dominations. Il faut aussi être capable d'articuler aujourd'hui des exigences concrètes, des plans réel de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans tous les domaines qui sont les domaines les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Donc, on a parlé de l'énergie un peu tout à l'heure. Bon, mais il faudrait parler évidemment d'un secteur très important qui est celui de l'alimentation, donc de l'agriculture, donc de la sortie de cette agriculture industrielle pour aller vers une agriculture écologique, c'est-à-dire pas seulement bio, mais qui soit aussi une agriculture paysanne, une agriculture qui respecte les sols, qui rompe radicalement avec l'industrie de la viande, l'élevage industriel qui est de plein de points de vue absolument insupportable et indéfendable, que ce soit du point de vue du traitement des animaux ou des salariés de ce secteur, mais qui est aussi un très gros secteur émetteurs de gaz à effet de serre et en particulier de méthane. Donc une transformation radicale à ce niveau-là, une transformation radicale et un plan de modification sur les transports où il faut sortir du tout automobile. Et on voit bien là comment les soi-disant solutions technologiques s'opposent vraiment à toute lutte contre le changement climatique quand on nous présente la voiture électrique comme une solution, alors qu'il faut absolument aller vers une sobriété énergétique. Dominique l'a dit tout à l'heure. Donc une transformation radicale du transport des personnes, poser la question des transports publics, de transports publics gratuits, mais aussi d'un autre aménagement du territoire qui permette de se déplacer, d'une réduction drastique du transport des marchandises. Il faut évidemment qu'il y ait moins de camions, c'est mieux quand on doit déplacer des choses de les transporter par train que de les transporter par camion, mais il y a toute une série de marchandises qu'il n'y a aucune raison de trimballer d'un bout à l'autre de la Terre, si ce n'est pour mettre en concurrence les travailleurs, les systèmes sociaux, etc. Bon, voilà. Donc ça, c'est des luttes absolument précises et concrètes avec des exigences précises et concrètes. C'est la lutte contre toutes les technologies dangereuses. On l'a dit sur le nucléaire, mais la lutte contre le nucléaire, pour l'arrêt du nucléaire, est partie intégrante de cette bagarre-là, parce que tout le temps qu'on perd à faire du nucléaire, c'est du temps qu'on perd à lutter pour
pour le climat et pour une véritable révolution énergétique. C'est le refus, en particulier quand on milite dans un pays comme la France, le refus de ces mécanismes de compensation et une solidarité internationale très très forte contre tous ces mécanismes qui visent en gros à faire payer au peuple du Sud les conséquences des émissions qui continuent au Nord et qui sont une autre forme d'expropriation, d'appropriation des ressources, mais aussi de la culture, enfin, la destruction véritablement de ces peuples. Et puis très concrètement, pour en venir aux luttes, c'est vrai que on peut tirer le bilan de la journée du 6 novembre. C'est vrai que les marches ont été plus faibles que les marches qu'on avait pu connaître dans l'avant-Covid et que les luttes importantes qui se déroulent sont en fait des luttes qui sont ancrées dans les territoires et qui combattent pied à pied des projets qui sont climaticides. Quand on va rajouter des autoroutes aux autoroutes, qui vont rajouter des camions à ceux qui sont déjà trop nombreux en circulation, quand on se bat contre ces projets-là, on se bat en fait pour le climat. Quand on se bat contre l'implantation d'entrepôts Amazon, on se bat pour le climat. C'est ce que Naomi Klein appelle la blocadia, c'est-à-dire bloquer ces projets-là. Et on a besoin de réfléchir à l'articulation entre ces combats en général très locaux, très ancrés, c'est ça qui fait leur force, qui fait qu'ils sont capables de mobiliser largement, et les exigences plus globales. Parce que derrière, ce qui se profil, mais en même temps, c'est ce dont on a terriblement besoin, c'est comment on dessine une autre société, un autre fonctionnement de la société qui effectivement mettre au centre la question du soin. La question de prendre soin des humains, de prendre soin du vivant, et parce que évidemment on est pour la décroissance de toute une série de productions matérielles, mais on est pour la croissance de tout ce qui permet de vivre mieux, de prendre mieux soin les uns des autres. Et en ça, notre écosocialisme est féministe, est aussi un écoféminisme. Et je pense qu'on a intérêt à insister en quoi ce bouleversement de société, cette façon de révolutionner la société, elle est globale et elle permet d'envisager une vie qui soit plus riche. Voilà, la richesse, c'est pas, il y a des gens qui disent, moins de biens, plus de liens. Non, mais c'est libérer du temps libre aussi pour des activités qui soient des activités créatrices. C'est poser autrement la question de la satisfaction des besoins, poser la question de la gratuité, poser la question des communs. Voilà, c'est ce projet-là. Je pense qu'il faut arriver à faire vivre. C'est ce projet-là qu'on porte comme éco-socialiste, c'est-à-dire un véritable bouleversement, révolution de la société qui soit à la fois politique, sociale, mais aussi culturelle et éthique. Voilà. Exactement. Merci beaucoup, Christine. Pour ajouter un petit mot dans les outils qu'on a de lutte, il y a aussi l'outil de la lutte juridique, on va dire, parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler ce soir, mais il y a l'affaire du siècle qui est donc une attaque en justice, on va dire une campagne de justice climatique dans laquelle il y a Oxfam France, je crois, Greenpeace, il y a 4 associations. Le gouvernement français a été condamné 2 fois pour une action climatique. Exactement, voilà. Bon, ce serait l'occasion là, on est un petit peu en retard, donc on ne va pas aborder l'affaire du siècle ce soir, mais peut-être va suivre un article, ça ne nous fera pas de mal de nous rafraîchir la mémoire. Je tiens vraiment à vous remercier ce soir toutes pour votre présence et vos interventions aussi riches les unes que les autres. Donc dans les rendez-vous de la semaine, nous avons la
la date du 25 novembre, journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Donc autour du 25 novembre, beaucoup de mobilisation partout en France. Dans plusieurs villes, ça tombe à un autre jour, mais à Paris, c'est ballot, ça tombe le 20 novembre. Le 20 novembre, c'est le TDOR, le Trans Day of Remembrance. Transgender Day of Remembrance, donc on appelle ça le souvenir, la journée du souvenir trans. Mais ce qui tombe bien, c'est qu'à Paris, on va pouvoir faire les deux. Alors, je vous invite bien évidemment à regarder sur Internet les différents rendez-vous de manifestations pour la Journée internationale de lutte contre les violences faites aux femmes. Pour Paris, nous vous donnons rendez-vous à 13h30 à République. Notre candidat, la présidentielle, Philippe Poutou, sera présent à la manifestation et on enchaînera à 18h à l'Hôtel de Ville à Paris pour une cérémonie d'hommage aux personnes trans assassinées, aux personnes trans victimes de transphobie qui sont poussées au suicide. Il faut savoir qu'il y a 7 fois plus de suicides chez les personnes trans que chez les personnes cisgenres, donc c'est quand même pas rien. Voilà, c'est une journée qui nous est très importante. Dans le cadre de la campagne présidentielle, il y a toute une série de réunions publiques à venir, de meetings ou d'apéros où vous pourrez rencontrer Philippe Poutou. Alors, d'abord, on commence avec Châteauroux, dans le 36 en Indre, une réunion publique qui aura lieu vendredi 12 novembre à la salle Dion à 19h. À Bordeaux, un apéro de lancement de la campagne, mardi 16 novembre à 19h dans le bar-restaurant qui s'appelle La Jeune Garde, c'est 19 rue des Douves. À Toulouse, une réunion publique à la fac aura lieu mardi 23 novembre à 12h50 à l'Université Jean Jaurès, amphithéâtre A. Toujours à Toulouse, le même jour, le mardi 23, à 20h, une autre réunion publique à la salle Osette. Pour parler presse, cette semaine dans l'Anticapitaliste l'Hebdo, donc on a un dossier consacré au référendum d'indépendance en Kanaky, Nouvelle-Calédonie. Le référendum est prévu le 12 décembre. Mais les organisations kanak demandent le report en raison évidente de la situation sanitaire et sociale actuelle. Donc, tout un dossier qui est consacré à ça dans l'hebdo. Dans la rubrique internationale, vous retrouverez des nouvelles venues des États-Unis, du Soudan, de Pologne ou du Brésil, et on retrouvera aussi l'actualité politique et sociale en France avec des informations sur les mobilisations en cours, entre autres chez les sages-femmes. Et toujours la page culture et les rubriques habituelles, dont celle consacrée à la Pantagne, je la fais à chaque fois celle-ci, à la campagne Poutou 2022. Notre revue mensuelle de novembre est bouclée avec un dossier consacré à l'impérialisme aujourd'hui et à l'importance de combattre l'impérialisme. N'hésitez pas à contacter l'ENPA si vous voulez discuter et poser d'autres questions, militer avec nous, et s'il y a des élus qui nous écoutent, nous regardent ce soir, on vous invite grandement à parrainer la candidature de Philippe Poutou. Nous vous remercions de nous avoir écoutés et on vous retrouve dans 2 semaines pour une émission L'Anticapitaliste numéro 36 qui sera consacrée cette fois aux violences faites aux femmes et aux minorités de genre, même si on n'aime pas trop l'expression, mais en tout cas inclusive pour les personnes trans, non-binaires et intersexes. À bientôt.